Bonjour Emmanuelle Vargon. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci d'être avec nous sur LCI au lendemain de ce drame qui a frappé une petite commune du Tarn, Mirepoix sur Tarn, où vous vous êtes rendu hier pour représenter le gouvernement. Vous étiez avec votre collègue, je le disais, du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre chargée de la transition écologique et solidaire. Emmanuelle Vargon, deux victimes. Un chauffeur de poids lourd, on en reparlera tout à l'heure, dont le corps a été désincarcéré et remonté à la surface, et une jeune fille de 15 ans, une lycéenne qui était dans une voiture sur le pont quand il s'est effondré, avec sa maman. La maman, ce matin, est à l'hôpital, j'imagine, en état de choc. Elle a pu être sauvée par des riverains et que vous avez rencontrés hier. Oui, je me suis rendue sur place avec Laurent Nunez et c'est évidemment une très grande émotion d'être sur place. Nous y sommes allés tous les deux pour dire le soutien du gouvernement aux familles endeuillées, bien sûr, le soutien aussi aux sauveteurs, beaucoup de mobilisation, des pompiers, des gendarmes. Et c'est vrai que j'ai rencontré une jeune femme, une infirmière qui sortait de garde et qui s'est portée tout de suite au secours quand elle a vu l'accident et la voiture tomber dans l'eau. Vous savez, c'est très impressionnant, hein. On a les deux rives du Tarn, les deux accroches du pont avec des filins métalliques et puis plus rien au milieu. On voit même plus le pont lui-même qui a été complètement englouti. Et donc cette jeune femme, cette infirmière, est descendue avec une autre personne sur la rive. Elle nous disait avec des sangles, on est descendu, on était deux femmes, on était légères. C'est très escarpé. En fait, la route, elle est très en hauteur par rapport à la rivière, au Tarn, qui est en contrebas. Elle m'a dit, seules des femmes pouvaient descendre. En fait, on était suffisamment légères, des hommes n'auraient pas pu descendre. Et elles sont allées au secours de la maman qui était dans cette voiture qui est tombée dans la rivière. Et elles ont aidé à stabiliser cette dame au bord de la rivière, le temps que les premiers secours arrivent. Et des pompiers sont arrivés et se sont jetés à l'eau tout de suite, à la fois pour récupérer cette dame et puis pour tenter de porter secours à la jeune fille dans la voiture. Parce qu'il y avait un courant terrible. Oui, donc c'était une opération risquée. Il y avait un très fort courant. Une eau par ailleurs très opaque, en fait, pas du tout transparente, très chargée. Et à la fois parce que l'eau était froide et à cause du courant, c'est une opération risquée. Moi, je salue vraiment le courage de ces deux riveraines, le courage des pompiers et puis de tous ceux qui ont participé aux opérations de secours. Et c'est un drame pour Mirepoix-sur-Tarn, pour le village d'en face, Bessières, pour tout, pour toute la communauté locale. Et je salue aussi les élus qui se sont mobilisés tout de suite, à commencer par le maire. Avec quand même, comme c'est le cas parfois dans ces drames, des moments lumineux avec ces deux femmes qui ont eu le courage de jeter à l'eau, qui ont d'ailleurs été secouées elles-mêmes et que vous distinguez ce matin. Bon, en tout cas, c'est vraiment un comportement exemplaire. Et le chauffeur le chauffeur du poids lourd qui a trouvé la mort aussi dans l'effondrement de ce pont, c'était un chauffeur étranger ou un chauffeur Non, c'était, je crois, quelqu'un qui habitait à proximité. Après, oui. C'est le procureur de la République qui donnera les informations officielles à la fois sur les victimes et l'état de l'enquête. Mais ça frappe toute une communauté. Et en fait, ces deux villages, c'était un chauffeur local. Qui était connu. Et qui, donc, dont le corps a été évidemment remonté à la surface. Et maintenant, l'enjeu, c'est de remonter ce poids lourd, ce camion qui passait avec cette voiture sur le pont au moment de l'effondrement. Vous avez annoncé une enquête du bureau enquête pour connaître exactement l'état du pont notamment. Et puis, il y a une enquête pénale. Le procureur, évidemment, enquête sur les causes. Vous avez dit que ça n'était pas un pont à risque. Il a été contrôlé, mais il était limité à des camions de moins de 19 tonnes. Est-ce que ce poids lourd était au-dessus des 19 tonnes, comme le maire tout à l'heure nous l'a dit dans la matinale de LCI? Alors ça, c'est vraiment le procureur de la République qui va établir les faits. C'est lui qui dirige l'enquête. Donc je ne peux pas répondre à la question des faits pour une enquête judiciaire ouverte. C'est une des hypothèses. Une des hypothèses, c'est que le camion qui s'est engagé ait un poids, en fait, supérieur au poids limité sur le pont. Ce pont était limité à 19 tonnes. Et pour y être allé, il y a un très gros panneau 19 tonnes à l'entrée du pont. Il y a un très gros panneau rouge disant « Attention, un seul camion peut s'engager à la fois ». Donc la signalisation était claire et vraiment extrêmement visible. Suffisante. Est-ce que des panneaux, la preuve d'ailleurs, s'il s'est engouffré sur ce pont, et ça n'est peut-être pas le seul d'après ce qu'on entend dans les témoignages,
c'est que cette signalisation, elle ne dissuadait pas énormément. Est-ce que ça suffit, des panneaux? On vient de vivre un drame. Après un drame, on se repose forcément des questions sur tout. Il y a 2 enquêtes. Une enquête judiciaire qui déterminera les victimes et les responsabilités, et une enquête technique diligentée tout de suite par Elisabeth Borne, le ministère de la Transition écologique et des Transports, qui va nous permettre de savoir si on a un problème de structure sur ce pont et s'il faut surveiller différemment les ponts de ce type ou tous les ponts en fonction des éléments techniques qui ressortiront de cette enquête. Après, s'il faut changer les choses, on le fera bien sûr, si la signalisation s'avère insuffisante. Mais ça ne vous frappe pas. Vous-même, vous avez dit, Emmanuelle Wargon, hier, je vous cite, les investigations devront aussi éclaircir si les conditions d'usage de l'ouvrage, donc on va traduire, mais étaient respectées. Autrement dit, est-ce que, effectivement, les règles étaient respectées ? Et à ce titre-là, est-ce que des panneaux, ça suffit quand il y a un tel... Ce que je vous dis, c'est que d'abord, il faut trouver les causes. Pour l'instant, nous en sommes aux hypothèses et c'est l'enquête qui le dira. Une des hypothèses, c'est donc que le camion était trop lourd. Le maire, pour lui, c'est pas une hypothèse, c'est quasiment une certitude. Oui, mais là, on respecte une procédure d'enquête judiciaire et donc c'est l'enquête judiciaire qui le déterminera. Si cette hypothèse est avérée, alors bien sûr, il faut qu'on se demande s'il faut renforcer la signalisation. Il y a la question des GPS sur laquelle on est complètement ouvert pour avancer. C'est-à-dire, pour l'instant, les GPS ne mentionnent pas toujours systématiquement que tel ouvrage, tel pont est limité à tel poids. Et donc, on le voit quand on arrive sur site. Est-ce qu'il faut l'embarquer dans les GPS ? Pourquoi pas? Tout ce qui favorise l'information des conducteurs est une bonne chose. Ça semble évident, Emmanuel. Oui, ça semble évident. Ça semble évident que sur le GPS, il est inscrit, comme il y a inscrit qu'il y a d'autres éléments d'obstacles, des embouteillages, etc., interdiction. Eh ben, on est d'accord, c'est ce que je vous dis. Si c'est un problème de signalisation et si c'est une bonne décision à prendre que de dire on embarque ces données dans les GPS, eh ben, cette décision sera prise rapidement. Vous disiez les investigations devront aussi éclaircir les conditions d'usage de l'ouvrage. Était-il adapté, ce pont à la circulation actuelle? Il y avait beaucoup de passages sur ce pont. Est-ce qu'il était adapté? D'abord, ce pont avait été contrôlé. Je le dis parce que c'est quand même important. Oui. Il a été contrôlé sous la responsabilité du département en 2017, plus une visite de contrôle en 2018. Donc les procédures étaient respectées et voilà, l'entretien, le contrôle était bien fait. C'était une route départementale. C'était plutôt un trafic de proximité. Moi, j'en discutais avec le maire, les élus. En fait, il y avait du ramassage scolaire de l'autre côté de la rivière. Et du coup, les gens traversaient pour aller déposer leurs enfants ou simplement pour accéder à des lignes de bus. Ce n'est pas une route de très grande circulation, c'est une route départementale. Mais encore une fois, après un drame, je pense qu'il faut qu'on dise... On tirera toutes les conséquences du drame quand on aura compris ce qui s'est passé. Donc s'il faut changer autre chose, on le changera. Mais on est 24 heures après et on n'a pas encore toute la causalité. Donc on n'exclut rien. Est-ce que c'est audible, Emmanuelle Wargon, que vous disiez ça, dans la mesure où il y avait quand même au moins un rapport qui tirait la sonnette d'alarme? Et d'ailleurs, un des auteurs de ce rapport était sur LCI ce matin. Écoutez, le sénateur Hervé Moret. Malheureusement, il y a eu hier une catastrophe. Je crois qu'on peut souhaiter que cette catastrophe serve d'électrochoc au gouvernement et qu'il réagisse enfin, qu'il prenne enfin les mesures nécessaires. La question qu'il pose, c'est faut-il une catastrophe comme celle-là pour que enfin vous réagissez à des signaux d'alarme qui ont été quand même présentés au gouvernement il y a quelques mois? Moi, je respecte le travail du sénateur Moret qui a fait un rapport avec une mission d'information au Sénat. Mais il ne faut pas tout mélanger. Ce que dit le sénateur Moret dans son rapport, c'est qu'il existe un certain nombre de ponts qui ne sont pas suffisamment surveillés et contrôlés, qui sont plutôt les ponts gérés par les communes. 10% des ponts, 25 000. Mais là, en l'occurrence, c'était un pont géré par le département et contrôlé, surveillé très régulièrement. Donc à ce stade, rien ne permet de dire que c'est un défaut d'entretien du pont. Encore une fois, je suis désolée, mais je nous renvoie tous à l'enquête. Il y a une enquête judiciaire. On a compris, vous l'avez dit déjà 2 fois. C'est difficile de tirer des conclusions. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que cet événement, c'est la preuve d'un défaut d'entretien des ponts ou de ce pont. Classé non dangereux,
et même, vous l'avez dit, contrôlé en temps et en heure, se révèle dangereux parce que les règles ne sont pas respectées. Mais que doit-on craindre, Emmanuel Wargon, des ponts qui ont été classés, eux, dangereux, effectivement, dans ce rapport? Mais je voudrais quand même vous rassurer sur l'importance de ce sujet pour le gouvernement et l'action du gouvernement. On a commencé par augmenter significativement les crédits pour entretenir les ponts gérés par l'État. C'était à peu près 70 millions d'euros par an jusqu'à présent. On passe à 80 en 2020. C'était 45 millions, c'est passé à 70. On va atteindre 129 millions d'euros à la fin de la loi sur les mobilités qui sera adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc il y a assez d'argent pour la table. Il y a assez d'argent sur la table pour les ponts nationaux. Sur les ponts nationaux, oui, il y a assez d'argent sur la table pour faire l'entretien. Ensuite, il y a la question des ponts qui sont sous la responsabilité des collectivités. Qui sont beaucoup plus nombreux. Qui sont plus nombreux, mais qui sont aussi sur des routes à moindre trafic, puisque par définition, les grands ponts, les grands ouvrages sont sur les routes nationales ou sur les routes départementales, mais les départements ont les moyens d'entretenir. Et d'ailleurs, le président du conseil départemental de Haute-Garonne dit « Ce pont est entretenu, j'ai les moyens pour le faire, comme les autres ponts du département, et je le fais régulièrement. » Il reste les ponts communaux qui souvent sont des ponts beaucoup plus petits, sur des routes beaucoup plus petites, sur lesquelles là, on sait moins si les ponts sont en bon état, en mauvais état. Et donc, l'une des propositions du rapport Moret que nous allons suivre, c'est de faire avec les collectivités un inventaire précis. Un audit. Un inventaire d'abord pour savoir combien on en a, parce que c'est vrai que je crois que personne ne peut répondre à la question combien exactement y a-t-il de ponts sur les routes de France. Ça ne vous étonne pas, ça ne vous étonne pas que l'État et même les collectivités locales soient aveugles des éléments dont ils ont la charge. On ne sait pas combien il y a de ponts en France. Sur le nombre consolidé, c'est effectivement assez étonnant qu'on ne sache pas combien il y en a exactement, mais c'est lié au fait qu'ils ne sont pas tous gérés par les mêmes responsables, l'État ou les départements ou les communes. Mais en tout cas, on est prêt à faire avec les communes, avec les collectivités, d'abord un inventaire pour voir exactement combien et où sont potentiellement les ponts qui nécessiteraient plus d'entretien, et ensuite regarder avec les collectivités, dans le cadre de leur dotation et des relations financières entre l'État et les collectivités, comment aider les collectivités qui en auraient besoin. Un inventaire et un diagnostic. Un inventaire et un diagnostic. Vous nous dites ce matin, l'État va aider les communes, les petites communes qui ont des ponts, parfois plusieurs ponts d'ailleurs, en charge. L'État est à la disposition des communes pour travailler avec elles sur inventaire et diagnostic dans les relations partenariales que l'État a à chaque fois avec les communes. Vous savez, on est le jour du congrès des maires et voilà, l'État est un partenaire des communes. Et au-delà, Emmanuel Wargon, parce qu'une fois qu'on a le diagnostic, on a parfois aussi la facture. Ça coûte très cher pour une commune de réparer un ouvrage comme un pont, même s'il est tout petit, même s'il est peu passant. Ça peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce que vous êtes prêt à mettre au pot ? L'État aide les communes à chaque fois qu'elles ont un projet structurant qui est trop gros pour la taille des communes, avec des dotations de droit commun. Et on peut tout à fait imaginer que là où il y a des sujets importants, ces dotations financent d'abord la remise en état si nécessaire. Donc oui, on aidera au cas par cas. Ouais. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est très attaché à la défense des territoires, comme vous le savez, vient de déclarer nous avons besoin de l'État, on ne peut pas faire sans l'État. Et l'État ne met pas assez d'argent. Moi aussi, évidemment, je suis très attachée à la défense des territoires. Vous savez, moi, je suis très souvent en province. J'y suis maintenant par période de 3 jours pour rencontrer les élus, faire des débats citoyens, tenir des permanences. Je pense qu'on ne laissera aucune commune en difficulté sans solution. Est-ce qu'il y a des collectivités locales qui, à votre avis, négligent aussi ce type de réparation, en tout cas d'investissement ? Est-ce qu'il faut obliger certaines collectivités locales auxquelles l'État donne de l'argent à flécher ces investissements en priorité? Je ne crois pas qu'on puisse généraliser. Ce qu'on sait vraiment, je voudrais le redire, c'est les ponts sur les grands axes de circulation sont surveillés et contrôlés. Là, on parle de ponts sur des petites routes. Et donc là, on a vraiment besoin d'aller un cran plus loin dans la profondeur du diagnostic. Peut-être qu'il y a certains endroits où ça fait longtemps que personne n'est allé regarder ce qui se passait. Et dans ce cas-là, oui, c'est une culture du risque commune à développer. Mais ne généralisons pas à ce stade. Emmanuel Wargon, je voudrais qu'on ouvre aussi le dossier Lubrizol ce matin, parce qu'à Rouen, il y a sans doute certains habitants qui sont réveillés un peu inquiets. Il se trouve que les présidents, les directeurs, la direction de l'usine chimique qui a été complètement dévastée il y a quelques semaines à Rouen, ont demandé hier publiquement à ce que certaines unités
certaines unités soient rouvertes avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, c'est dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous dites aux Rouennais? Moi, ma préoccupation, c'est la sécurité. C'est la sécurité qui prime. Oui. Donc, ce sont aux préfets et aux services techniques de dire s'il est possible d'envisager une réouverture en toute sécurité. Mais c'est d'abord la sécurité des employés, la sécurité du site, la sécurité des Rouennais, qui doit être la première préoccupation. Donc si cette usine peut réouvrir, c'est globalement plutôt une bonne nouvelle pour la suite, pour l'activité économique, mais seulement si nous sommes sûrs que la sécurité est respectée. Mais et donc, ce sera à l'État de répondre. L'État n'a pas voix au chapitre. Mais vous êtes en train de nous dire. C'est une demande qui vient d'être faite par la direction de l'usine. Et donc, c'est au préfet, avec les services techniques du ministère de la Transition écologique, d'être capable de répondre en toute sécurité. Ça vous semble oui pas un ou non. peu rapide, non? Parce que, bon, voilà, avant la fin de l'année, c'est demain. En tout cas, il n'y a pas de raison de se précipiter. Ouais. C'est-à-dire, il faut suivre les procédures normalement, être capable de répondre sereinement à la question est-ce que l'usine peut rouvrir en toute sécurité? Il vaut mieux prendre son temps, c'est ce que vous dites. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de raison d'essayer d'aller vite pour vouloir aller vite. L'État ne veut pas aller spécialement vite. Nous avons simplement besoin de répondre à la question de base est-ce que cette installation peut rouvrir en toute sécurité? Si c'est oui, il n'y a pas de raison de le refuser, mais voilà, c'est la seule question qui nous est adressée. Est-ce que vous êtes au courant que les odeurs persistent encore des semaines et des semaines après l'incendie et continuent de gêner les habitants? Il y a des brumisateurs qui ont été installés, est-ce que c'est suffisant? En fait, il y a des fûts. Certains fûts ont brûlé et du coup, en brûlant, bien sûr, ils ont libéré ces matières toxiques. D'autres ont été endommagés, mais sont en train d'être déplacés progressivement. C'est vrai qu'en attendant, ils sont ce qu'on appelle confinés. Et des brumisateurs ont été mis en place justement pour lutter contre les odeurs, mais tant que les fûts n'auront pas été tous déplacés pour être détruits, là encore dans des conditions de sécurité suffisantes, ça va rester. Donc l'important, c'est que ces opérations de transfert des fûts et de destruction des fûts puissent se terminer le plus vite possible. Vous allez y retourner bientôt? J'y suis allée une fois, en tout cas, que ce soit Elisabeth Borne ou moi ou d'autres membres du gouvernement, donc, on ira régulièrement. C'est pas encore prévu au programme à court terme. Un mot encore des manifestations qui ont eu lieu notamment à Paris. Vous avez été co-organisatrice avec Sébastien Lecornu au gouvernement du grand débat qui a suivi la crise des Gilets jaunes. Je voulais d'ailleurs dire qu'un jeune homme a été blessé. Hier matin, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de blessés. On a appris entre-temps qu'un jeune homme a été blessé, sans doute par une grenade de désencerclement. La police des polices va enquêter. Mais Emmanuel Macron, hier, a dénoncé les violences et les silences complices de ces violences. C'est quoi un silence complice? En fait, dans ce mouvement, se sont vraiment superposées deux choses. Une colère assez forte qui s'est exprimée par les gens qui portent des gilets jaunes, mais qui, d'une certaine manière, exprimait aussi une colère ou une impatience d'une partie des Français, à laquelle le gouvernement cherche à répondre à travers ce qu'on appelle l'acte 2 du quinquennat, c'est-à-dire une manière un peu différente de traiter les dossiers. Et puis des violences avec des casseurs, et on a encore vu ces casseurs, place d'Italie, le week-end dernier, s'attaquer à la statue du maréchal Juin. Donc autant on peut comprendre et vouloir apporter des réponses à la colère, ou à l'impatience, ou à l'inquiétude de certains Français, autant les violences ne sont pas admissibles, ni les violences en elles-mêmes, ni une sorte de tolérance parce que la fin justifie les moyens, etc. La fin ne justifie pas les moyens. Les silences complices dans la bouche du président, évidemment, c'est une phrase forte. Vous lui poserez la question, Elisabeth Martichoux. Vous lui poserez la question, elle. Et vous n'avez pas d'idée là-dessus? Je crois que voilà, c'est lui qui répondra à la question de savoir ce qu'il visait. Mais en tout cas, je crois que l'idée, c'est de dire... Il y a ceux qui commettent les violences et puis il y a peut-être certains responsables politiques qui, en ne dénonçant pas ces violences ou en les justifiant, amalgament de choses différentes et sont complices d'une violence qui ne sert à rien et qui ne sert qu'à escalader. Mais qui, par exemple? Je laisserai le président répondre à cette question. Vous ne voulez pas répondre à cette question. La langue de bois, pour finir avec... Oh, non, vous êtes dur quand même. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça, mais il me semble que le président, quand il s'exprime, c'est jusqu'où il veut aller dans son expression, et donc c'est à lui qu'il appartient de préciser ses phrases. Voilà, bonne journée à vous, Merci Emmanuel Vargon, et à vous, Pascal. Et à demain, avec François Baroin.